Bienvenue à cette émission Spiritualité. Je suis en studio avec Jean Sabry. Jean, je t'ai fait venir pour m'instruire parce que j'ai donc besoin de savoir des choses. D'abord, de savoir ce que je ne sais pas. Je suis bien content qu'à ton âge, tu as besoin encore que je Et t'instruise. ça me fait penser, je commence par cela. Nous avons envoyé des jeunes comme aide missionnaire, enfin, le mot est trop fort, mais comme aide humanitaire au Pérou. Et ce qui me frappait toujours, après 15 jours au maximum, 3 semaines, ils savaient tout sur le Pérou et ils pouvaient dire aux vieux missionnaires ce qui était convenable de faire puis ce qui était convenable de ne pas faire. Et dans la même visite, parce que j'allais là de temps en temps, je demandais à des vieux missionnaires, c'est quoi l'âme péruvienne? C'est qui exactement le Péruvien? Oh, on ne sait pas trop, après 40 ans. Alors, souvent, on a comme cette impression qu'après un premier coup d'œil, qu'on sait tout, il faut être bien jeune pour dire ça. Puis peut-être, est-ce que les vieux sont comme ça aussi? Bien oui, à chaque fois qu'on se trouve dans une nouvelle situation, on a un regard nouveau sur la situation. Okay? Dans le sens que si tu te trouves devant un nouvel ordinateur, mettons, le premier regard, c'est comment je veux apprivoiser cet ordinateur-là et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. Et est-ce qu'il est capable de faire ce que j'ai envie qu'il fasse? Et ainsi de suite. La même chose avec les jeunes que tu dis s'en vont au Pérou. Il apporte un regard neuf. Ça ne veut pas dire qu'il est un regard profond. Ça ne veut pas dire qu'il est un regard qui a subi l'épreuve de la réalité. Mais c'est un regard nouveau. Et dans ce Jean sens-là... Sabry, avec ton optimisme, ça va suffire. ben, Eux, là, ils pensent tout savoir, même en profondeur. C'est pas possible comment... mais là, c'est de la présomption. Ah. C'est plus un regard. Bon, écoutez, l'émission n'est pas commencée, que déjà ça va mal entre nous deux. Jean, Oui. il arrive souvent donc qu'on ait affaire à ce qu'on appelle des Joe connaissants. Oui. Et c'est pas d'hier. Il y avait ça chez les Grecs aussi. Ben oui, c'est très ancien. C'est-à-dire que c'est dans la nature même de l'être humain de penser que ce qu'il opine et ce qu'il passe à propos d'une situation soit la vérité, soit la réponse à des questions fondamentales. Mais on appelait ça... Aujourd'hui, avec les médias sociaux, on appelle ça une opinion. Anciennement, ce n'était pas une opinion. On rapportait ce qu'on pensait de qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le beau. C'était les sophistes. On leur apprenait, voilà. Oui. on leur apprenait à parler pour gagner une cause. Ouais. Et non pas la vérité. Utiliser le charme de la parole, en même temps la tournure de la parole, mais en même temps la réaction des gens tout proches à l'égard de cette parole pour les convaincre que c'est ça que devrait être pensé. Mais à grand fois, aujourd'hui, c'est les politiciens en campagne électorale. Mais tout à fait. Ça reste ça, là. C'est les promesses, c'est des sophismes. Mais c'est pas possible comment c'est répandu. Aujourd'hui, on se demande comment trouver la vérité dans les réseaux sociaux. Il y a tellement d'opinions qui s'expriment d'une façon un peu absolue qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais se retrouver. Oui, et à cause de la notion, c'est qu'on mêle souvent qu'est-ce que c'est une idée fondée et qu'est-ce que c'est une opinion qui est une réaction émotive à l'égard d'une réalité quelconque ou d'une parole prononcée par quelqu'un d'autre. OK? Si on dit, bon, on a découvert un poisson nouveau qui vit dans la terre. On appelle ça, par exemple, les poissons patates. OK? Et tu te dis, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est que la terre a séché, il y a eu une inondation, la terre a séché, il y a probablement eu des poissons qui étaient là pendant que la terre était là, et étaient enfouis dans cette terre-là. La mer s'est retirée,
Et à un moment donné, on peut trouver les poissons qui sont en train de survivre, si tu veux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des poissons. On les appelle poissons patates parce qu'en creusant la terre, on les retrouve. Mais de là à penser qu'il y a une vie de poissons dans la terre, c'est une autre histoire. Jean, il faut être bien ignorant pour penser qu'on sait tout. Oui, c'est parce que c'est justement quand il y a un proverbe qui dit « moins on a de culture, plus on l'étend ». Alors, alors la question c'est... Alors, continuons de nous étendre sur le sujet. C'est ça. Oui, l'élément, c'est-à-dire que moins on sait, moins on veut paraître moins ignorant. OK? C'est-à-dire qu'on se sécurise, si tu veux, en prononçant ou en disant ou en rapportant une opinion juste pour savoir, pour ne pas paraître idiot. Ah là, je t'arrête. Voilà. En mettant son aube, un prêtre se met à penser à un vieux cours de théologie. Comment se fait que la nature humaine du Christ et la nature divine du Christ, comment on appelle ça dans la personne du Christ? L'union hypostatique. Alors, il met son aube pour aller dire la messe, puis il pensait à l'union hypostatique. Il souriait. Le bédo qui le regarde, « Monsieur le curé, de quoi vous allez parler pendant votre homélie? » De l'union hypostatique. Ah, vous faites bien parce que dans la paroisse, ça se pratique de plus en plus. Alors, il voulait tout savoir. Il faisait semblant de tout savoir. Oui. C'est difficile de passer pour un ignorant. Mais c'est qu'il n'y a personne qui veut passer pour un ignorant, nécessairement. On dit dans quel monde tu vis. OK, sois au courant, mets-toi au courant, informe-toi. Oui, mais là, je t'arrête encore. Quand j'entends des jeunes payer d'ordinateur, je comprends rien, Jean Sabri, je comprends rien. Puis en plus de ça, je suis sourd. Imagine-toi mon problème. Mais je ne peux pas être un imbécile, moi qui ai un doctorat. Alors, j'opine du chef. Ah oui, ah bien oui, ah mon Dieu. C'est capable de faire ça et de faire ça, etc., etc. Mais oui. Mais ça ne nous avance pas sur l'idée de savoir est-ce que c'est de l'ignorance qui s'ignore ou c'est de l'ignorance qu'on cache. C'est pas pareil, là. Qu'on cache. Viens pas découvrir mon jeu, toi, là. Bon, mais les sophistes, puisque tu en as parlé, c'était des personnes qui avaient un beau parler, il y avait les belles phrases, ils traitaient des questions d'actualité qui touchaient les Athéniens, mais qui les traitaient d'une façon à plaire aux gens qui les écoutaient, à flatter un petit peu les opinions courantes. Il disait ce que les gens voulaient entendre. Et voilà. Et nécessairement, il y avait beaucoup de monde, ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, c'est-à-dire que les gens veulent entendre telle chose, on leur dit « Ah, il est bon, il pense comme moi », ou « Moi, je pense comme lui », etc. Et de l'autre côté, il y avait les vrais philosophes comme Socrate, Platon, Aristote et autres personnes du temps qui prenaient leur temps à macérer les idées, à les faire réfléchir jusqu'à les mettre à l'épreuve du temps et à essayer de trouver une réponse qui satisfasse plus loin que l'instant de la discussion. Et en même temps, pour le faire, il utilisait beaucoup plus le questionnement avec les gens afin que les gens puissent venir à la réflexion qu'ils en ont faite. Et dans ce sens-là, la réponse donnée par l'interlocuteur devenait une réponse plus profonde, plus sérieuse, plus assise. Et dans cette optique, on les a appelés les philosophes. Philosophes dans le sens que les amis de la sagesse. Jean, j'ai des fois un problème. Bon, c'est entre nous, là, toujours. J'ai souvent plus de réponses que de questions. Oui. Plus de réponses que de questions. Bon, ça, c'est un peu compliqué.
Parce que si tu as des réponses déjà, tu n'as pas besoin de me poser la question. Tu t'en tires pas si mal. Tu t'en tires pas si mal. Alors, nous avons souvent des gens qui ont des réponses à tout. Oui. Tu fais allusion au populisme et tu fais une association avec les sophistes. Oui. Je trouve que c'est très pertinent. Oui. Mais Dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Voilà, mais c'est comme les promesses électorales que tantôt on a parlé, là, c'est-à-dire dans le sens que je ne suis pas au courant de qu'est-ce qui se passe au niveau gouvernemental, je ne suis pas au courant de la valeur de ce qui est annoncé, est-ce que ça va se faire, quand ça va se faire et par qui ça va se faire et qu'est-ce que ça va aboutir. Mais j'imagine, étant donné la manière dont elle est présentée, la promesse, que ça a de l'allure, que oui, c'est correct. OK? Et dans ce sens-là, je me dis, ben, ouais, moi je pense ça, mais est-ce que ça va arriver comme ça? OK? Est-ce que ça va aboutir de cette façon-là? Il y a plusieurs situations, par exemple, je ne sais pas moi, actuellement, il y a la grosse discussion entre Québec et Ottawa, okay, sur la question, est-ce qu'il faut permettre aux particuliers d'avoir 4 plants de cannabis? Okay? Les deux opinions sont confrontées l'une à l'autre. Un, il dit, mais si on le permet, ça va faire ça va contrecarrer le crime organisé. Les autres disent, mais si on le permet, ça risque de nuire à la santé de l'adolescent, de l'enfant, s'il est en contact avec ces produits-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lequel qu'on privilégie? Un, il dit, j'ai des études. L'autre, il dit, j'ai des études. Un, il dit, j'ai des préoccupations. L'autre, il dit, l'autre, il n'y a pas de préoccupations. Et moi, je vais trancher entre Ottawa et Québec. J'ai la solution. Bon, voilà. Alors là, c'est là. Planter des géraniums, 4 plants et non pas du pot. Non, mais c'est un exemple qu'on donne. Mais c'est la manière de présenter ça souvent qui a un petit peu d'allure sophistique. Oui. Qu'est-ce que les Québécois veulent entendre? Alors, on sait par les sondages qu'ils n'en veulent pas. Oui. Par les sondages. Alors, c'est sûr que ceux qui défendent cette opinion-là ont plus de chances d'avoir la cote. Mais je reviens à l'association. Je n'avais jamais pensé à ça, Jean. Sais-tu quand t'écoutais, là? C'est pas pire, hein? Oui. C'est pas si mal. À savoir qu'il y a un lien entre les sophismes et le populisme. Ça revient. Oui. On ne pensait jamais que cela était possible, mais il me semble que ce n'est pas seulement dans l'ordre de la publicité, on s'attendait à ça. Dans l'ordre électoral, on s'attendait à ça. Mais dans l'ordre gouvernemental, ça, c'est des choses qui dépassent un petit peu, de voir comment ça devient aujourd'hui une inquiétude, le populisme. Moi, je me dis, je ne sais pas, je te propose cette idée-là, tu la mesureras, tu la jugeras. Probablement, le fait que le populisme cherche à avoir les gens de son côté, alors on flatte la personne sur le bon côté du poil. Les sophistes, c'était pareil. Ils voulaient avoir un certain prestige auprès de l'auditorat. Et donc, en présentant ce que les autres s'attendaient de ce qu'on allait dire, on s'en foutait de la réponse, que ça soit cohérente, sérieuse ou pas. Est-ce qu'elle va répondre à la question posée ou pas? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le bien? Est-ce que le Périclès devait-il faire la guerre contre Sparte, etc.? On s'en foutait de ça. Ce qu'on voulait, c'est avoir des adeptes à ses propres opinions. Et ça continue. Et ça me fait penser comment ils peuvent être subtils. Il y avait un contrat. L'élève passait un contrat avec son maître. Il payait le cours à la fin du cours, et la moitié, puis il payait l'autre moitié quand il gagnait le premier procès. Or, il y a un élève, après son cours, il a donné la moitié de la somme, mais il ne plaidait pas. Puis le contrat, c'était quand tu gagnes ton premier procès, il ne plaidait pas. Alors, son professeur l'a emmené en cours, puis il a dit devant le juge, où il va lui donner raison, puis vous allez l'obliger à payer, ou vous allez me donner tort, puis il va gagner le procès, alors il va gagner,
selon le contrat, de toute façon, ils vont me payer. Ouais. Ouais. L'élève a dit, Monsieur le juge, si vous me condamnez à le payer, j'allais pas à le payer, j'allais perdu mon procès. Et si vous me donnez raison, vous allez me dire de ne pas le payer. De toute façon, je ne le paierai pas. Le juge a écouté ça longuement. Et sa décision, c'est « Je vous oblige à plaider le plus tôt possible. » S'il y a des gens qui croient tout savoir, il y en a d'autres, et c'est les vrais savants, qui se posent d'autres questions. Oui. Oui, c'est... Un savant est un savant par le nombre de questions qu'il porte sur ce qu'il étudie. Dans le sens qu'il n'est jamais satisfait de la réponse définitive, où il n'est jamais certain. Donc, il creuse jusqu'à ce qu'il y ait des preuves ou d'autres personnes qui consentent ou pensent comme lui. Dans le sens qu'il faut que la vérité qu'il énonce ou l'idée qu'il énonce soit partagée et que les preuves soient solides pour amener la réflexion sur le sujet étudié. Et Hubert Reeves disait que c'est sur notre ignorance admise que s'édifie la connaissance. Pourquoi ignorance admise? Dans le sens que quand je ne sais pas, je suis porté à creuser des réponses. Je pose des questions et j'essaie de trouver des réponses à mes questions. Et comme ces réponses-là apportent avec elles d'autres questionnements, alors je continue encore à questionner. Et comme je ne peux pas avoir réponse à tout, il faut que j'aille voir d'autres savants pour me dire leur point de vue par rapport aux sous-questions que je viens de poser. Et de ce fatras-là, de cet ensemble d'éléments-là, on va aboutir à une hypothèse, on dit bien une hypothèse, qui va être proposée et qu'on va dire, on a une certaine vérité. Okay. J'aime ton expression, une certaine vérité. En d'autres mots, il s'agit de tout dogmatisme. L'un des signes de santé mentale, c'est que je peux vivre avec des incertitudes. Oui, et c'est compliqué. Et même psychologiquement, c'est très compliqué. Parce que quelqu'un qui est obsessif, OK? Lui, il est certain que ce qui va arriver, il va arriver là. Okay? Donc, l'obsession est déjà un savoir définitif de ce qui va arriver. Et quand ça n'arrive pas, il se calme, il est moins stressé, etc. Mais tant et aussi longtemps qu'il reste dans son obsession, il est en état de stress épouvantable.
Donc, en quelque part, la même chose au niveau de l'idée. Quand je m'accroche à une idée, je dis, bon, OK, c'est ça la vérité, je me ferme à toutes les possibilités des autres points de vue, des autres angles de vue. Et ça me coupe de toute la réflexion qui se fait. Ainsi, par exemple, quand on enseignait ou quand tu as enseigné, les élèves avaient écouté ou m'écouté et à un moment donné, ils se posaient des questions. La question est pour amener un peu plus loin. Ou bien, c'est une question de clarification de ce qui a été dit. C'est la question qui amène plus loin qui est essentielle. C'est de la clarification, bon, on peut toujours y répondre pour clarifier, etc. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait que le prof qui est là soit confiant, soit capable de prendre la question, de juger de sa pertinence, de sa profondeur, de point de vue. Et dans ce sens-là, Hubert Reeves a aussi dit dans son livre, là, que je conseille aux gens de le lire, Le banc du temps qui passe, chez Seuil, qui a publié en 2017. C'est cette réflexion-là rapporte des visions du monde. Ce comme quoi je vois le monde aujourd'hui, c'est à travers soit mes peurs, soit mes désirs. Et dans les deux cas, c'est une façon de me mettre au niveau émotif. Mais si je veux remonter du côté émotif et aller au niveau de la réflexion pour voir, ça va, tient-tu le chemin ou ça ne tient pas, il va falloir que je réfléchisse. Et c'est dans ce sens-là, il faut que je me confronte aux idées des autres. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est pas possible comment les vrais savants se posent toujours la question, comme Montaigne, que sais-je? Ils donnent des réponses, ils ont des certitudes, mais en même temps, ils sont capables de les remettre en question pour aller plus loin, comme tu as dit, par des questions. Et c'est pourquoi on est tellement allergique au dogmatisme que souvent l'Église catholique nous a donné. C'était ça, ça ne pouvait pas être ça, et c'est tout ça la vérité. Et aujourd'hui, par exemple, on est tombé peut-être dans l'excès contraire avec ce qu'on appelle le relativisme. Oui. Il n'y a plus rien de sûr, il n'y a plus rien de définitif. Tout dépend du jour au jour. Et ce relativisme-là était tellement dénoncé par le pape Benoît XVI, mais on commence à sentir le danger du relativisme, à savoir qu'on ne peut pas absolument mettre le pied sur quelque chose de solide. Si on met, c'est vrai, dans un certain sens, que le relativisme ne mêle pas, rapporte plusieurs points de vue, mais il faut les comparer, ces points de vue. Puis tous les points de vue ne s'équivalent pas, nécessairement. Donc, même le relativisme est très relatif dans ce sens-là. Mais il reste que c'est des façons, des itinéraires pour amener un peu plus loin. OK? Cependant, prétendre qu'on a la vérité, c'est encore pire que prétendre avoir juste une vérité relative. Jean, moi, j'ai eu une expérience donnant un atelier de spiritualité à des jeunes. J'ai amené le Coran puis la Bible. J'avais à peine commencé qu'un maître m'a dit « Non, c'est pas ça ». En d'autres mots, il en savait plus que moi sur la Bible puis le Coran. Et ça, c'est pas propre aux jeunes d'aujourd'hui. Aristote disait que les jeunes pensent tout savoir. Et c'est pas facile comme un prof de philosophie comme tu as été. Aujourd'hui, ça serait difficile de leur apprendre quelque chose. Bon, quand mes petits-enfants me posent une question, OK, si je réponds... exemple de question. Par exemple, grand-papa, quand tu étais né en Syrie, est-ce que tu étudiais à l'école? Est-ce que tu aimais ça? Puis qu'est-ce que tu étudiais? Puis est-ce que tu faisais des mathématiques? Puis est-ce que tu étudiais les additions, les soustractions, les fractions, etc.? Puis comment tu réussissais à faire ça? OK?
en arrière de ces questions-là, il y a cette préoccupation que est-ce que ce que je suis en train d'étudier, est-ce que c'est correct, là, ou c'est juste une obligation qu'on me fait pour remplir le temps de l'école? C'est-à-dire que ça va-tu servir à quelque chose? Okay. Ou bien encore une réflexion, ce que vous autres, vous avez étudié, là, nous autres, c'est plus notre temps. Toi, t'es vieux, là, t'as les cheveux blancs, utilises-tu encore ces affaires? À quoi ça sert? Okay? C'est toute la notion de l'utilité, okay, que l'enfant qui est en train de poser. Ce que j'étudie, est-ce que ça va me servir dans la vie? Et ça va me servir à quoi? Alors la question est de notre ordre. Elle est métaphysique, bien plus qu'une question de curiosité. Et donc, si je n'écoute pas cet élément-là de l'enfant, je ne peux pas répondre d'une façon cohérente. Je veux dire, oui, c'est pas si compliqué que ça. Regarde comment tu fais. Tu prends un morceau rond, puis tu divises en 4, puis ça fait déjà 4 quarts. Alors, l'enfant, il comprend ça. C'est pas ça que je te demande. Est-ce que ça va servir à quelque chose dans la vie? OK? OK? Bon. Alors, l'idée de répondre aux questions des jeunes, c'est une façon de les amener eux autres mêmes à aller plus loin. OK? Bon, OK, c'est toi la prochaine question que tu vas poser. OK? Et en même temps, c'est l'ouverture de dire, écoute, la réponse que je te donne est valable dans un certain système. Mais dans d'autres systèmes, peut-être pas. OK? Est valable dans un système fermé, de géométrie fermée. Mais dans un système de géométrie ouverte, etc. Mais là, il va me poser, c'est quoi la question de géométrie ouverte? Mais là, OK, et ainsi de suite. Là. Bon. Quand tu parles de contexte, je me rappelle qu'au Japon, j'ai posé la question à des jeunes. Est-ce que vous êtes plus près des jeunes américains que des adultes japonais? Êtes-vous plus près des jeunes américains que des adultes japonais? Ils m'ont dit, il n'y a pas de question là-dedans. J'ai demandé à un moine, à un dominicain qui était bouddhiste, mon père, est-ce que ça a été difficile pour vous de laisser le bouddhisme? Il dit, je suis encore bouddhiste. En d'autres mots, ce que j'avais comme question pour eux, ce n'était pas des questions. C'est dire comment l'univers culturel peut changer tout à fait la donnée. Ben oui, mais parce que là, l'univers culturel est une sécurité. OK? Pose la question à des Québécois. Okay, dans le sens, voulez-vous que le christianisme disparaisse du Québec? La réponse est non. Okay? Peu importe qu'il croit pas, qu'il soit laïque ou pas, etc. La réponse, non, ça fait partie de notre culture, ça fait partie du patrimoine, on veut le garder. Donc, la question... Mais là, il se dit, pourquoi tu ne crois pas? Ah, ça, c'était notre histoire. Okay? Il y a une question de sécurité aussi culturelle. Quand tu parles de sécurité, je parle de risque. Un homme sur un film entre deux grandes tours marchait avec une brouette et on l'applaudissait, bravo. Un en particulier qui disait hey, mais c'est donc beau. Puis, alors le gars lui a dit montez dans la brouette, je vais traverser d'une tour à l'autre. En d'autres mots, le risque. Oui. Quand tu parles de certitude, l'antithèse, c'est le risque. Ben oui, le risque, ça vient avec la liberté. D'accord? On est dans une société de liberté. Donc, on prend le risque en même temps et la liberté au même niveau. Sauf que la liberté au niveau de la recherche de la vérité, c'est une chose. Et le risque au niveau de ce que je vais trouver c'est autre chose. Et c'est toujours, dans les sciences, c'est toujours le risque. On commence avec une hypothèse. On peut faire des recherches pendant 2-3 ans doctorales pour dire à la fin, non, c'est un risque. Mais c'est quand même un sacré beau risque. Jean, je risque de t'arrêter parce qu'il faut faire une petite pause pour mûrir tout ça.
Jean, les vrais savants, ils apprennent de tout le monde. Ça me frappe beaucoup de voir comment des gens très cultivés sont assez humbles pour apprendre des enfants, apprendre d'handicapés. Je donne un exemple. J'étais à Trollibreuil, en France, là où j'ai commencé les lâches. Il y avait là le père Thomas, un dominicain, un savant en théologie et en philosophie reconnu mondialement. Et il me dit, c'est avec les handicapés que j'ai tout appris. J'ai failli tomber en bas de ma chaise. Cet homme savant, il m'a dit, j'ai tout appris des handicapés mentaux. Il a appris la science du cœur, il a appris la vulnérabilité, il a appris la fragilité, il a appris la naïveté. Moi, j'étais ébloui. Il avait fréquenté tant d'universités. Il avait enseigné dans je ne sais combien d'universités. Et de me dire, c'est à Trollibreuil que j'ai tout appris. C'est un peu la même chose des vrais savants qui peuvent apprendre d'enfants. Toi, Jean, tu as appris quelque chose quand tu étais enfant? As-tu appris quand tu étais enfant quelque chose aux adultes? Ouais, moi, je n'ai pas été en contact avec des personnes handicapées pendant ma jeunesse, ni pendant mon âge adulte, etc. Ça dit que pas handicapé dans le sens de Breuil, là. Mais j'étais souvent en contact avec les enfants, avec mes petits-enfants, par exemple. Quand mes petits-enfants disaient bon, on va jouer au soccer, on va jouer avec le ballon, peux-tu venir, on va shooter des ballons. OK? Je dis oui, on va aller jouer au ballon. Puis là, il dit on jouait 5 minutes, 10 minutes. Hey, papa, grand-papa, je ne savais pas que tu savais jouer. Alors, frapper et faire des buts, etc. Mais c'est bien. Où tu as appris ça? Et c'est comme si l'enfant ne réalisait pas que la personne adulte a été petit, lui aussi. Et donc, en quelque part, il a déjà acquis certaines capacités ou certaines façons de faire. Mais ce raisonnement-là, primaire, est le raisonnement qui va ouvrir au questionnement. Comment ça se fait que tu as appris ça? Okay? Comment ça se fait que dans ton pays, on jouait la même chose? En d'autres mots, il faut aller derrière les questions. Voilà. Toi-même, tu as connu ça quand tu étais enfant? Mais oui. Mon frère étudiait au Liban, chez les frères maristes. Puis toi, tu étais? Moi, j'étais en Syrie. Et à chaque fois qu'il revenait à Noël, il revenait à Pâques, il revenait ensuite à l'été, il m'apportait des cadeaux, des jouets qu'il avait achetés au Liban. Des jouets qu'on n'avait pas dans le village où j'étais. Alors, dans ma tête, il faut aller au Liban. OK? Parce que c'est là que se trouvent les vraies choses. OK? Alors, je demande à ma mère, je dis, moi, je veux aller étudier au séminaire. Tu avais quel âge? J'avais 9 ans et demi à peu près. 9 ans et demi, 10 ans. Ma mère a dit, qu'est-ce que tu vas aller étudier? Ben, je veux aller étudier. Elle dit, mais au séminaire, c'est pour devenir prêtre. OK, je vais aller pour étudier, devenir prêtre. Mais pourquoi tu vas y aller? Cette question-là n'est jamais revenue sur la table. Pourquoi tu veux aller étudier au séminaire? La réponse était toute faite. Mais j'étais déculotté si je donnais la réponse. Parce que moi, je voulais faire comme mon frère, aller au Liban.
OK? Alors, je me suis tapé 14 ans de séminaire parce que je n'ai pas répondu à la question ou la question ne m'a pas été posée. Alors, c'est quelque chose qui est d'aller toujours derrière les questions des Voilà, enfants. c'est donner des questions, puis des fois, il y a des inquiétudes, des fois, il y a des désirs, des fois, il y a des incertitudes, des fois, il y a des peurs, des fois, il y a de Et l'intimidation puis, qu'on n'ose pas. tu parles des questions d'enfants, là. Papa, pourquoi les trottoirs sont-ils durs? Et ainsi de suite. C'est des mitraillettes de questions à 3-4 ans. Ouais. Est-ce que ça t'a fatigué? Non, pas du tout. Je trouvais ça génial, dans le sens que je trouvais que l'enfant pose des questions sur ce qu'il vit. Et ce qu'il vit est essentiel pour lui. Le fait, par exemple, je ne sais pas moi, mon petit-fils, il s'intéressait aux étoiles, aux galaxies, etc. Toutes les questions qu'il posait, c'était à propos des galaxies, des étoiles, et du Soleil, de la Lune, etc., etc. Puis il avait les réponses. Dans le sens qu'il avait, il avait des réponses, c'est une façon de parler, là. Et il avait feuilleté des livres, puis il était curieux. En arrière d'une question d'un enfant, il y a toujours la notion de curiosité. Ou en arrière de toutes nos questions aussi, il y a la curiosité comme telle. Mais des fois, adultes, on les met de côté. Et c'est ça un de notre faiblesse. Tandis que l'enfant, il grandit avec la curiosité et cette curiosité le fait grandir. Et donc, en quelque part, c'est du devoir des adultes d'alimenter cette curiosité par des questions, par des réponses, par des autres questions, et ainsi de suite. On est étonné aujourd'hui de découvrir comment l'enfant a des questions d'ordre philosophique. Oui, beaucoup, beaucoup. Il y a même des cours de philosophie qui se donnent aux enfants. Oui, mais c'est des cours de philosophie, pas d'Aristote, etc., mais c'est de base. La vie, la mort, l'amitié, le bien, le mal, etc., les questions fondamentales. C'est là tout ce qui... Par exemple, la question de l'intimidation et qui pose la question du respect et qui pose la question de l'entraide. OK? Au lieu de rire de la personne faible, il faut l'aider à qu'il remonte jusqu'à nous. Mon petit garçon a un ami qui est presque autiste, OK? Et il le dit lui-même, à l'école, on est toujours ensemble, je l'aide à tout ce qu'il va à faire, c'est mon meilleur ami. Il dit, j'y vais chez lui, on vient chez moi, on joue, etc. Il ne comprend pas tout, mais c'est mon meilleur ami. OK? C'est beau, ça. Parce que c'est une amitié basée sur l'émotion. Et ce n'est pas une amitié basée sur qu'est-ce qu'il me rapporte comme élément culturel ou autre chose, ou intellectuel. Et le fait de se trouver ça comme ça, c'est une façon de dire, ben, je l'aide, et d'une certaine façon, il m'aide, il me calme. Il me calme parce que je suis avec lui. Or, il est un hyperactif. Puis il a trouvé une façon de résoudre son problème. Beau. Je voyais dans les journaux la question, est-ce qu'il faut préparer les élèves à l'arrivée d'un terroriste? Et est-ce qu'il faut simuler l'arrivée d'un terroriste, à savoir qu'on se couche le long du mur, on met les bureaux devant la porte et ainsi de suite? C'est toujours une grosse question. Est-ce qu'on va alimenter leur peur ou est-ce qu'on va les rendre aptes à bien réagir s'il y a un tueur qui rentre dans l'école? C'est toujours la grosse question. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça. Bon, moi non plus, je n'ai pas de réponse à ça. C'est mieux d'être prêt dans une éventualité comme ça, mais malheureusement, on n'a jamais le temps de réfléchir de qu'est-ce qu'on a appris à être. Oui, mais en même temps, ça les met un peu à l'état de peur. Voilà, c'est ça. C'est mieux d'être prêt qu'il y a des dangers possibles, etc. Mais quand le danger arrive, la peur prend le dessus, et que tu veuilles pas. Même si tu te caches en dessous de ton bureau, là, bon, il va arriver pareil. L'idée de départ, c'est à savoir qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas de terroristes à l'école.
et non pas qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il est à l'école. OK? Alors, la notion est renvoyée à l'adulte et non pas renvoyée Et à souvent, l'enfant. le terrorisme, c'est le harcèlement qu'on peut avoir entre des élèves. Ben oui, c'est l'intimidation. C'est une forme de terrorisme. Je reviens à la question, les vrais sans-vent. Je pense à Hubert Reeves. Ils sont donc à l'écoute des jeunes. Ils parlent même de ses petits-enfants quand il leur parle des étoiles, comment ils peuvent être attentifs à leurs questions. Oui. Ils ont des questions qui mènent souvent plus loin qu'on pense. Oui. Une question à laquelle je n'ai pas pu répondre parce que je ne sais pas de réponse s'il y en a cette réponse. Un jour, ben, pose-moi la question, voyons. Non, c'est-à-dire que mon petit-enfant, à un moment donné, il voit un papillon, un monarque. J'ai dit, tu sais, ce monarque-là, il voyage l'hiver, il s'en va au Mexique. Il dit, hein, c'est pas possible. Comment ça? Il dit, regarde les ailes, ils sont toutes minces, etc. Comment il va faire pour voler jusque-là avec ses petites ailes? J'ai dit, je sais pas. Mais il niche là-bas l'hiver, puis il revient l'été. OK. Puis comment? Mais il partait en avion? Mais non, il part avec ses ailes. OK? La question, ça le pose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux avoir une réponse, il va falloir que j'aille me consulter moi-même. Puis dire, ben, grand-père, il va aussi au Mexique. Oui, c'est ça. Faut pas trop en parler, mais c'est beau. Ouais. Puis il y va avec des ailes. Oui. Mais c'est pas possible comment les enfants ont une curiosité qui, malheureusement, avec les années, finit par un peu baisser. On a l'impression qu'on a fait le tour, moi, à mon âge, souvent, on a l'impression qu'on a fait un peu le tour du monde, qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir et que finalement, on serait prêt à passer à d'autres spectacles. Oui. Hier, Qu'est-ce qui fait qu'on peut alimenter la curiosité étant âgé? Il y a comme une espèce d'usure et je trouve que c'est le fait d'être comme grand-père à l'écoute des enfants. Moi, je trouve ça merveilleux que des grands-parents, des gens de 75 ans, avec des enfants, retrouvent une capacité d'émerveillement. Oui, il y a cette capacité, l'émerveillement, le questionnement, la curiosité, se mettre ensemble, par exemple, pour faire une création artistique, marcher ensemble, répondre à des questions. Je me souviens de ma petite fille qui, on marchait, on allait faire des commissions pour le dîner. Et je vois un ami italien qui vient, alors je le salue. Et ça passe deux minutes, etc. À un moment donné, elle me regarde. « Tu ne me présentes pas? » Je dis « Wow! » C'est vrai. Alors, le fait qui est là, que tu m'oublies, je suis là à côté, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'importance. Une leçon de bienséance. Ben là, OK. Alors, je la présente, etc. Puis là, OK, là, une fois qu'elle est partie, elle dit, pourquoi tu ne m'as pas présenté? Ben, je dis, je ne savais pas qu'est-ce que ça aurait donné, etc. Ben, s'il est intéressant pour toi, il peut être intéressant pour moi. J'étais correct. D'accord. J'accueille la leçon. Oui, j'accueille la leçon, etc. Mais, et ça, c'est souvent, que ce soit au niveau de bienséance ou au niveau intellectuel ou au niveau de la nourriture. Par exemple, as-tu goûté au choucroute? Non. Pourquoi? Moi, j'aime beaucoup la choucroute. Elle dit, ah ouais, et pourquoi? Ah ben son goût acidulé, j'adore ça. Je dis, ah moi ça me donne mal au cœur. Alors, mais non, il faut le préparer de telle façon, de telle façon. Là tu as une façon de discuter sur quelque chose. C'est ça. Puis l'enfant est heureux de te renseigner. Et ça aussi, ça fait partie de la réflexion. C'est-à-dire que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Si à un moment donné, la réponse que donne l'enfant est prise au sérieux, l'enfant, il se confirme dans ce qu'il a comme idée. Okay? Et donc, il peut prendre ça pour une base pour avancer. Il y a le questionnement, mais il y a aussi cette phase de confirmation qui est importante. Quand on lit L'enfance raillée par lui-même de Éric Emmanuel Schmitt, on est
passionné de voir comment son grand-père l'a lancé dans la littérature. Oui. Comment il l'a confirmé dans ses curiosités. Il doit quasiment, j'exagère à peine, quasiment tout à son grand-père. Il y a un respect infini pour son grand-père. C'est son grand-père qui l'a comme orienté vers ce qu'il est, en disant, si les petits cochons ne te mangent pas, tu vas faire quelque chose de beau dans ta vie. On parle de science, on dit souvent la vraie science, en tous les cas pour les croyants, Scientia Sanctorum, la science des saints, c'est cette science qui permet de donner un sens à la souffrance. On appelle souvent la souffrance la croix des philosophes. Pourquoi le mal dans le monde? Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de réponses. Et il me semble que quand on a la foi, il y a comme une réponse à ça. On s'unit à la passion du Christ. Mais pourquoi lui a tellement souffert? Pourquoi est-ce qu'il a dû souffrir pour sauver le monde? C'est la science des saints, à savoir qu'il a pris sur lui les bêtises de tous les humains. J'ai en tête un mot, j'ai envie de dire cruel, de l'apôtre Paul. Celui qui était sans péché a été fait péché pour que nous soyons justes. C'est quand tu te mets à penser à ça, là, puis Luther commentait, le vrai pécheur, c'est pas moi, c'est Christ. Et le juste, c'est pas le Christ, c'est moi. Alors, quand je pense à la science des saints, trouver du sens à la souffrance, c'est de partager la souffrance du Christ. Mais là, la question rebondit. Mais est-ce qu'il fallait qu'il souffre tellement pour sauver le monde? C'est qu'il a pris sur lui nos bêtises. Alors, j'aime, quand je vois les saints comme Thérèse de l'Enfant Jésus, être docteur de l'Église, c'est quand même quelque chose de se coller avec Jean de la Croix, avec Augustin, appelé la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Elle a été capable d'introduire une science particulière, une modalité de sainteté qui s'appelle l'enfance, qui s'appelle la simplicité, qui s'appelle la confiance. Et je suis toujours un peu bouleversé de voir comment les vrais savants, ceux qui sont des docteurs, étaient capables de donner du sens à la souffrance.
Oui. au doute. Martelet dit, Thérèse de l'Enfant Jésus n'a parlé que du doute. Imagine. Elle a vécu elle-même les 16 derniers mois de sa vie avec un doute en disant, le ciel, le ciel, le ciel. Je n'y crois plus, il me reste que l'amour. Alors, j'aimerais ça qu'on finisse notre émission peut-être sur cette réflexion. On parle des savants qui sont impressionnants, mais il y a aussi cette science qui permet de trouver du sens à la souffrance, ce dont sont incapables vraiment tous les savants du monde. D'ailleurs, le livre que j'ai mentionné, Le banc de temps qui passe, dans lequel Reeves étudie à cet aspect-là, et sa réponse est « L'être humain est sur Terre pour humaniser l'humain ». Humaniser l'humain, c'est-à-dire que faire en sorte que la Terre appartienne à tous. Ça veut dire que la souffrance disparaisse. Ça veut dire que, ou en tout cas, soit diminuée, ou qu'il y ait une justice sociale, qu'il y ait une terre qui appartient à tout le monde. Et qu'il y a, et ça, dans ce sens-là, les savants d'aujourd'hui, ils ont cet aspect-là, cette interrogation-là, que ce qu'on sait doit être au profit de l'ensemble afin d'humaniser l'homme, de le civiliser d'une certaine façon. Et Jésus, tout l'enseignement de l'Évangile, de ce que tu as mentionné tantôt, de Saint Paul et ainsi de suite, si on le regarde dans une perspective religieuse, okay, on va voir qu'il y a aussi cette réflexion ou cette volonté de dire aux humains, vivez donc d'une façon de vous respecter les uns les autres. Il met la barre un peu plus haute. Aimez-vous maintenant les uns les autres. Puis il met la barre encore plus haute. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors là, la question de cette crescendo dans l'humanisation est super importante au niveau soit de l'enfance, soit de l'adulte, soit de vieux qu'on arrive. Jean, oui. Tu passes, mais de justesse. Ajoute-en. Tu ne doubleras pas ton année, mais ça va être juste. C'est vrai ce que tu dis, mais il reste que, malgré tout, au-delà de tout, il reste la souffrance. Mais je voudrais surtout terminer avec un mot étonnant de l'Évangile, puisqu'on en parle. C'est dans Luc chapitre 10, verset 21. À l'instant même, Jésus exultait sous l'action de l'Esprit Saint et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. » En d'autres mots, pour être vraiment selon l'Évangile, il faut devenir comme des enfants, des petits-enfants, capables de questionner, mais capables aussi, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, de vivre dans le doute, dans l'incertitude. Je trouve ça étonnant que Jésus dise les grands mystères, c'est au fond confié aux enfants. Et c'est en les écoutant avec notre cœur d'enfant, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on peut être un jour savant. Je vise pas à être docteur de l'Église, mais j'ai de l'admiration sans fin pour ces petits savants comme Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand on regarde Thérèse d'Avila, quand on regarde Jean de la Croix, c'est la petite Thérèse. On parle toujours de la grande Thérèse, puis la petite Thérèse. Mais ça, c'est un regard humain. La petite Thérèse, elle est grande. Jean, j'aimerais juste pour terminer faire un souhait, devenir capable d'écouter l'enfant en moi. Parce que, dis-moi, il y a toujours un enfant en nous. Il y a un enfant en nous, un enfant souvent blessé, mais il y a des enfants heureux aussi qui sont en nous. Il faut les trouver au moment où ils sont blessés pour les soulager.
cette souffrance, puis de trouver pendant qu'ils sont heureux pour augmenter ce bonheur. Alors, toi, l'enfant en toi, c'est un enfant Moi, j'ai vécu une enfance heureuse, puis je l'entretiens. Je suis heureux d'avoir partagé avec toi, Jean, une fois de plus. Je te remercie pour ta présence. Je remercie aussi Claude Saint-Pierre pour son service technique. On se retrouve la semaine prochaine, si vous voulez bien. Ici Gérard Marier.